Salut les marques et les smarts et bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-up. Je suis Ringside et tous les jours, quasiment tous les jours, je vous résume les journées du plus grand tournoi de catch du monde, le G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling. Pour le gagnant, un title shot à Wrestle Kingdom. Ou si éventuellement c'est le champion Kenny Omega qui gagne, eh bien, il pourra choisir son adversaire pour le Wrestle Kingdom. Kenny Omega qui est d'ailleurs en tête de ce bloc B qui nous intéresse aujourd'hui. Puisque on était le 28 juillet, précisément. C'est la 10e journée du tournoi. J'ai un peu de retard, hein, vous l'avez vu, mais bon, tout ça va rentrer dans les clous assez rapidement. Alors, on démarre le show, du moins les matchs qui concernent le tournoi, parce qu'avant il y a toujours des petits matchs tag team, hein, de ci, de là, multiman, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On démarre avec Zack Sabre Jr. qui affronte Tama Tonga. Un affrontement assez original, hein, parce que là on a deux gros heels. Zack Sabre Jr., donc l'anglais qui a gagné la New Japan Cup l'année dernière en faisant taper, hein, en faisant abandonner quasiment tout le roster. Le membre du Suzuki-gun, hein, l'apprenti tortionnaire de Minoru Suzuki. Zack Sabre Jr., TSJ, affronte Tama Tonga, le Bullet Club original, le bras droit de Bad Luck Fale, l'homme qui fait des clashs avec Roman Reigns, et rien que ça, sur Twitter. Eh bien, donc on a cet affrontement-là, donc c'est assez délicat pour la foule, parce que de quel côté on doit se placer? Du côté de ce bâtard de Tama Tonga ou de cet enculé de Zack Sabre Jr.? Allez savoir. Eh bien, c'est bien Zack Sabre Jr. qui sera le babyface dans ce match. Parce que Tama Tonga, il arrive vraiment de manière nonchalante. Il se met facilement le public à dos. Il se la pète un peu. Il est accompagné de son côté de son frère Tangaloa. Tangaloa qui va l'annoncer d'ailleurs au ring, hein. Il va faire un joli petit speech. Bon, encore un petit peu en rodage, hein, mais il va prendre le micro et puis il va présenter Tama Tonga dans les grandes lignes, un peu à la manière de notre ami Taka Michinoku, qui accompagne Zack Sabre Jr. et qui fait toujours un petit speech avant le début du match. Donc voilà. Alors, Taka Michinoku, lui, il fait le discours en japonais. Donc c'est très bien pour le public sur place. Tangaloa, lui, s'embête pas, il le fait en anglais. Donc ça permet déjà, dans un premier temps, de se mettre un peu le public à dos. Et puis effectivement, de toute façon, dans la suite du combat, tout tourne aussi autour des interventions de Tangaloa, hein, qui va perturber le match. Alors il y a un petit crochetage de pied dans un premier temps de Zack Sabre Jr. qui jette dans les cordes. Et d'un autre côté, Taka Michinoku va faire la même chose sur Tama Tonga. Tama Tonga qui va enfin attaquer Zack Sabre Jr. de la manière dont j'aurais aimé le voir plus souvent dans ce tournoi. C'est-à-dire qu'il y va salement, il joue la force contre Zack Sabre Jr. Qui est assez vite débordé par la puissance un peu de Tama Tonga, les gros coups de poing. Il catch salement, quoi, Tama Tonga. Il va pas chercher la technique. Donc Zack Sabre Jr. Il s'en prend souvent plein la face, et ça c'est assez sympa. Donc des gros coups de poing, hein, il n'y a pas de prise très élaborée de la part de Tama Tonga, ce qui est assez malin, puisque généralement si vous tentez une prise sur Zack Sabre Jr., il vous la retourne, puis vous vous retrouvez en soumission. Zack Sabre Jr. du coup qui va sortir un petit peu de sa zone de confort, et qui va toujours réussir à s'en sortir quand même au final et placer quelques grosses soumissions. Et d'ailleurs, quand il s'amuse à tordre les doigts ou le poignet de Tama Tonga, il se fait copieusement insulter, hein, par le Tonga qui a un langage très vulgaire, hein, très obscène dans le ring, hein, Tama Tonga. Il se gêne pas, c'est pas pour les enfants. Alors évidemment, on va avoir une intervention de Tangaloa, hein. Ils vont aller taper Taka Michinoku, du coup, qui va s'en prendre plein la gueule, ce qui va permettre de mettre le public du côté de Sabre Jr. Zack Sabre Jr. qui va quand même réussir à placer une soumission. Alors c'est un triangle qui se transforme en armbar, voilà, assez facilement, hein, assez naturellement de la part de Sabre Jr. Après avoir bien mis KO Tangaloa.
Mais évidemment, il y a une nouvelle intervention puisque Bad Luck Fale débarque et vient casser la prise portée par Zack Sabre Jr., ce qui entraîne la disqualification de Tamatonga. Victoire de Zack Sabre Jr. Dans un joli match. Joli match auquel je crois que j'ai mis 3 étoiles et demie. Je me rends compte que je n'ai pas mes notes sous la main au niveau des étoiles, donc je vais récupérer ça en même temps que je vous parle. C'était voilà, pour moi c'était vraiment un match intéressant dans le sens où on a enfin eu quelqu'un qui n'a pas joué le jeu de Zack Sabre Jr. et qui l'a poussé un peu hors de ses retranchements habituels. 3,5, 3 tout court, pardon, 3 étoiles tout court. Hein, bon, tout ça c'est bien, pas bien grave, 3,5 ça peut passer aussi, mais bon, on est plus à 3 étoiles sur ce match-là. Donc Zack Sabre Jr. qui marque les 2 points. Ensuite, on a Juice Robinson qui affronte Toru Yano. Juice Robinson qui n'a toujours pas marqué de points. Il est à 0. C'est l'occasion face à Toru Yano de marquer ses points. Faut pas se faire attraper par une filouterie de Yano qui a oublié complètement son état d'esprit du début de tournoi, hein, où il tentait de montrer son meilleur catch. Là, il décide de la jouer à la triche comme à l'ancienne. On enlève les protections de ring, hein, on va se battre à coups de protection de ring. On va aller écraser la main de Juice Robinson à l'extérieur du ring à coups de chaise sur la barrière. Parce que Juice Robinson a toujours une main qui est plâtrée, hein, quelques phalanges de cassé. Du moins, on le croit jusqu'à ce que Juice Robinson décide de défaire son bandage. Il a plus de plâtre et il va utiliser sa main gauche, hein, parce qu'il est gaucher pour frapper Toru Yano. Toru Yano qui va finir par perdre le match sur Pulp Friction, hein, le kill switch, hein, d'habitude, si vous connaissez un peu le moveset de Christian, par exemple à WWE, c'est le même finish qu'à Juice Robinson. Il va réussir à le placer sur Toru Yano. Il y a une séquence aussi qui est très drôle où Juice Robinson va faire tourner sur ses épaules Toru Yano, un peu à la manière de Tyler Bate. Mais alors à la fin les deux sont complètement à l'ouest, hein, ils ont le tournis tous les deux, donc ils n'arrivent plus à se frapper, ils se courent autour, c'est assez drôle. C'est même très très drôle. Voilà, ce qui fait que ça donne un bon match auquel j'ai mis 3 étoiles et demie. C'est celui-là, le match à 3 étoiles et demie. Voilà, Toru Yano, très intelligent. Juice Robinson qui marque enfin ses 2 premiers points. Il avait annoncé qu'il allait peut-être se retirer des rings et rendre sa ceinture s'il marquait pas de points dans ce tournoi. Et ben voilà, c'est fait grâce à ce match contre Toru Yano. Un match très très drôle. On avance. Kota Ibushi affronte Tomohiro Ishii. Alors là, les enfants, il va falloir se calmer 5 minutes. On va se poser parce que là, c'était un très 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 gros match. Je crois qu'on va être sur un des matchs de l'année. Hein. C'est bien parce qu'il y a eu un Omega Okada en début d'année, enfin du moins il y a quelques mois, à Dominion, qu'on peut pas le placer en match de l'année, celui-là. C'était incroyable, c'était féroce, c'était violent, c'était brutal, c'était innovant. J'ai retrouvé le Kota Ibushi qui me faisait rêver en 2015. Tomohiro Ishii, décidément c'est Monsieur 5 étoiles, hein, ça n'en finit pas. Les enchaînements de matchs magnifiques. Il était coincé avec Toru Yano là, tout au début de l'année en tag team. Là, on le revoit en solo et c'est incroyable ce qu'il arrive à sortir. Ces enchaînements de chop et de coup de coude, c'est quand même quelque chose, surtout quand il en enchaîne une trentaine à la suite. Face à un Kota Ibushi qui est très très arrogant, qui arrive pas, en le début de match, il arrive pas, Kota Ibushi, à placer des chops ou des atemi qui arrivent à faire chanceler Tomohiro Ishii. À chaque fois, il se prend une leçon de Ishii. Mais Kota Ibushi, là, c'est gros kick pour lui. Et donc ça continue dans cet affrontement très très stiff. On va aller à l'extérieur du ring, ils vont aller dans le public et là Kota Ibushi va nous faire son moonsault depuis les travers du public. Il est monté sur une espèce de rempart de petit balcon et sauté d'à peu près 3-4 mètres de haut, voire un peu plus. Bon, c'est assez mal filmé par la réalisation, ça c'est dommage, mais en tout cas ça fait son effet auprès de la foule, hein, qui est à Aburn, comme on dit c'est ça le catch. Match qui continue, alors toujours très très stiff. Ça va se terminer. Alors,
Tomohiro Ishii qui commence à force de morfler, hein, qui commence à peiner un petit peu, il se prend des claques sur la tête, des coups de pied sur la tête de la part de Ibushi, mais de manière très irrespectueuse, très humiliante. Mais alors, trop joliment exécuté. Et ça s'arrête pas là, puisque à un moment donné, à force aussi de se prendre des chops, Ibushi va se prendre des chops dans la gorge. Il va répondre avec carrément des coups de poing dans la gorge de Tomohiro Ishii, et ça, je peux vous dire que ça vous retourne l'estomac quand vous le voyez. Mais vraiment des grosses patates. Il va y aussi avoir des distributions de claques, mais alors impressionnantes, hein, c'est-à-dire qu'ils s'envoient une trentaine de claques dans la gueule chacun, façon hockeyeur. Incroyable, incroyable. Euh, c'est vraiment, c'est très disputé. Euh, Ça se termine sur quand même une victoire de Kota Ibushi avec le Kamigoye, hein, son célèbre coup de genou dans la face de Ishii qui aura pas démérité, hein, tout le long du match. C'était assez incroyable. Beaucoup de jeux avec le public. À un moment donné, Kota Ibushi arrête de vendre les souplesses que lui envoie Ishii. Il se relève, il a l'air halluciné. Il a un côté bigger than life là que je retrouve, un côté super-héros qui est assez impressionnant, hein. Voilà, moi Kota Ibushi, je l'ai découvert en 2015 dans le tournoi du G1 Climax de l'époque. Alors, moi je ne connaissais pas toute l'histoire, hein, avec Kenny Omega, donc je découvrais que Kota Ibushi. Et sur ce tournoi-là, il avait sorti des matchs de ce type, cette attitude, ce côté un peu complètement frappadingue de Kota Ibushi qui part en transe de temps en temps. Et qui est capable de sortir les plus gros spots possibles, hein, avec des moonsaults incroyables, des enchaînements incroyables, des coups de pied retournés, des kicks très brutaux. Il avait tout pour lui. Pour moi, ça allait devenir la nouvelle star de la fédération. Maintenant, après, le souci, c'est qu'il a quitté la New Japan pour aller notamment faire le Cruiserweight Classic de la WWE, où il avait brillé, hein, aussi. Il avait fait de très bons matchs là-bas. Il a été à la DDT aussi pendant un bon moment, puis il est revenu aller à New Japan, mais la New Japan, c'est si vous quittez la fédération en cours de route, quand vous revenez, on vous a pas forcément gardé la place, hein. C'est un peu comme la WWE, mais alors peut-être en pire. Il y a très peu de spots quand même à prendre si vous voulez aller dans le main event. Et donc il est rentré par la petite porte, puisqu'il était pendant un bon moment sous le masque de Tiger Mask WWE. Hein, donc il faisait des petits matchs d'exhibition en début de show généralement. Il a fait un gros match par contre Okada. Alors ça, si vous pouvez choper Okada contre Tiger Mask W, c'est à voir, hein. C'était assez exceptionnel. Et si on peut avoir un Okada Ibushi, moi je serais pas contre, parce que ça peut donner un très gros match. Un peu comme ce qu'on a eu là contre Ishii, qui était vraiment exceptionnel. Et donc sur les dernières années, voilà, il est revenu finalement en tant que Kota Ibushi, mais je ne l'ai pas vu sortir un match exceptionnel. On était loin de ce qu'il faisait en 2015. Alors, par exemple, quand il affrontait Cody Rhodes, c'était gentil, mais ça n'avait rien d'exceptionnel. Souvent en équipe avec Kenny Omega, donc là j'ai découvert un petit peu ce lien avec Kenny Omega. Parce qu'en 2015, Kenny Omega, c'était personne, hein. Il était dans la division de junior. Il était loin du main event, hein. On n'aurait pas parié sur lui. C'était Jay Styles qui était patron du Bullet Club. Voilà, il y avait vraiment, pour un mec qui découvrait le New Japan, ou une femme, hein, qui découvrait le New Japan, on était loin de s'imaginer toute cette histoire qui allait se dérouler autour de cette romance entre Ibushi et Omega. Et j'avoue que j'entendais beaucoup de compliments sur Kota Ibushi, beaucoup de gens qui étaient impressionnés, mais j'avoue que j'étais loin moi d'être satisfait de ses performances. Et sur ce match-là, j'ai enfin retrouvé mon Kota Ibushi. Parce qu'en 2015, hein, si j'ai été voir la New Japan Pro Wrestling, c'est parce que j'étais aussi saturé de la WWE, qui faisait pas des très bons trucs à l'époque. Je crois qu'on était sur la League of Nations ou un truc comme ça, un énième push raté de Roman Reigns. Donc quand j'ai découvert tout le roster de la New Japan, je peux vous dire que ça m'a refait raccrocher les wagons du catch. Et pour moi, Ibushi allait devenir une des plus grosses stars. Et enfin,
enfin, ça commence à s'éclaircir pour lui. Je suis pas sûr à 100% moi qu'on le verra en main event d'un Wrestle Kingdom pour l'instant. Parce que quand on a quitté la New Japan à un moment donné, c'est assez difficile de revenir au top niveau. On l'avait vu avec Shibata, normalement, il faut quand même manger son pain noir parce que à New Japan, je sais pas si vous avez remarqué, mais les main events, c'est trusté par des mecs qui sont à peu près 4, hein, c'est-à-dire Okada, Tanahashi, Naito et Omega. Voilà, hein, si vous voulez rentrer dans le main event, il va falloir bosser. Alors j'espère que ce match-là contre Tomohiro Ishii permettra d'avoir des affrontements de haut niveau en main event entre Kota Ibushi et les gros patrons du roster. Tomohiro Ishii, hein, qui est décidément le MVP du tournoi, il enchaîne les gros matchs. Ça c'est le Tomohiro Ishii que j'adore. Et pas Tomoro Ishii comme je le vois noté sur certains sites de catch. Voilà. Belle victoire de Kota Ibushi, énorme match, un des matchs de l'année, hein, donc voilà, si vous devez voir un seul match du tournoi, regardez celui-ci, c'est pour ça qu'on regarde le G1 Climax, pour trouver des pépites de ce style. Alors du coup vous allez me dire le reste de la soirée, parce que après ce match-là, hein, moi j'avais l'estomac retourné, hein, parce que les coups de poing dans la gorge de Ibushi, ça laisse pas indemne le spectateur non plus. Donc, on a quand même derrière un affrontement Tetsuya Naito contre Hiroki Goto. Donc, c'est pas les derniers arrivés là qui nous font un match. Hein. On est sur du haut niveau. Mais alors, du coup, moi j'étais terrassé par la qualité du match précédent. Alors, le match précédent, je vous ai pas donné, mais pour moi, on est à 6 étoiles quoi. On est au-dessus du 5 étoiles plus, on va dire. Hein. On est vraiment sur du match qui va rester dans l'histoire. Hein. Donc Tetsuya Naito et Hiroki Goto, hein, sur le papier on a un 5 étoiles. Dans l'exécution, bah, du coup on a un truc très classique avec un Hiroki Goto qui se bat bien. Mais j'aurais rien de plus à dire sur le match. Hein. Il y a une victoire de Naito avec un enchaînement de 2 Destino. Ils ont réussi à emporter la foule avec eux quand même, hein, malgré la grosse ambiance qu'il y avait sur le Kota Ibushi. C'était un peu la place du mort qu'ils avaient derrière. On aurait dû mettre le Ibushi Ishii en main event, hein, clairement. Mais c'est pas le choix de la New Jap. Donc voilà, victoire de Tetsuya Naito donc qui prend 2 points. 3 étoiles et demie j'ai mis pour ce match là. Ça vaut sûrement plus, on est sûrement peut-être à du 3 étoiles 3 quarts, mais j'avoue que après le Kota Ibushi Tomohiro Ishii, j'étais lessivé. Le main event quand même, donc avec le champion IWGP Kenny Omega, qui pourrait venir quand même avec un attirail un peu plus élaboré que juste son pantalon quand il débarque et sa ceinture. Il affronte Sanada, Sanada donc qui est l'avenir, hein, de la New Japan, hein, comme je le dis tout le temps. Sanada qui a battu Kota Ibushi la journée précédente du bloc B. Donc Kenny Omega, j'ai l'impression qu'il est bien énervé que Sanada ait battu son petit chéri. Donc il prend pas du tout Sanada à la légère. Il va être très féroce, Kenny Omega. Il sera un peu en mode sauvage. Il y a un moment notamment Sanada qui a réussi à prendre le dessus sur Omega, qui arrive à l'envoyer à l'extérieur. Il va de manière très fair-play lui ouvrir les cordes pour qu'il puisse remonter. Et une fois remonté dans le ring, Kenny Omega, il va en profiter le temps que Sanada se dépète des cordes pour placer un gros dropkick dans sa jambe, et il va travailler la jambe tout le long du match. Donc un Kenny Omega pas du tout en mode fair play, plutôt en mode heal, mais plutôt efficace, toujours percutant. Ça va envoyer du lourd entre les deux, hein, parce que Sanada il a du répondant quand même, et Kenny Omega il est en mode très stiff, et on voit qu'il a envie de faire mal à Sanada. Il va y avoir des gros vrais triggers dans la phase de Sanada. Sanada quand même qui va tout tenter, hein, qui va esquiver les One Winged Angel, qui va réussir à placer le Skull End pour mettre dans les vannes Kenny Omega et puis tenter son moonsault. Mais le moonsault il arrivera jamais à le placer, le moonsault final, l'enchaînement, hein, Skull End et ensuite moonsault, c'est en hommage à Keiji Muto, le Great Muta, qui est un peu le Pygmalion de Sanada. Au final c'est un très bon match, hein, parce que c'est très disputé.
Kenny Omega, il est toujours aussi impressionnant dans le ring, très 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 rapide. Sanada, il a tous les outils pour aussi faire des gros matchs. Donc là, on est sur un 4 étoiles 3 quarts qui voit la victoire quand même de Kenny Omega, qui réussit à placer le One Winged Angel, un One Winged Angel encore assez crasseux hein, sur Sanada, porté avec force. Après lui avoir bien démonté la tête à coups de genou. Voilà, Kenny Omega qui a laissé aucune porte de sortie à Sanada sur ce match. C'était très très intelligemment booké. Comme tous les matchs de la soirée, il y a un booking qui est quand même assez impressionnant au niveau des matchs. Le booking, je vous rappelle, c'est la scénarisation d'un match, hein, c'est pas autre chose. Hein. Et donc là, on a tout le talent de la New Japan qui a été mise à exécution, soufflé encore une fois par ce match Ibushi Ishii, que je vous conseille encore fortement. Comme je vous dis, s'il y a qu'un match à voir, vous regardez celui-là. Et on va faire le point sur les scores, puisque ça a bien bougé. Juice Robinson est à 2 points, ça y est, il a réussi à marquer, il ne prendra pas sa retraite. Toru Yano est à 2 points, Tamatonga est à 2 points, toujours inefficace hein, la tactique de Tamatonga. À 4 points, le MVP du tournoi Tomohiro Ishii et son comparse Hiroki Goto. Alors les deux, ça paye pas hein, leur travail dans le ring. Mais c'est pas bien grave, je pense pas qu'ils sont là pour gagner le tournoi. Mais un jour, il faudra quand même donner une grosse ceinture à Ishii. Hein. Un petit championnat intercontinental, ce serait pas mal quoi. Zack Sabre Jr., le filou, il est quand même à 6 points. Au même niveau que Kota Ibushi et que Sanada. Donc voilà, ça c'est ceux qui sont à 6 points. La victoire commence à s'éloigner pour eux. Tetsuya Naito est en deuxième position avec 8 points. Enfin, un gros tournoi, Naito. Impressionnant dans le ring, efficace. Et il gagne. Donc ça, c'est bon pour lui. Et toujours en tête, à caracoler, Kenny Omega, qui n'a toujours pas perdu de match. 10 points. Impressionnant, ce champion IWGP. S'il gagne le tournoi, il aura fait 3 finales d'affilée, ce qui n'a jamais été fait. Et il aura gagné 2 fois le tournoi, sachant que c'est le premier Gaijin de l'histoire à gagner le tournoi. Donc ça fait beaucoup de records battus. S'il arrive au bout de ce Giant One Climax en tant que vainqueur, je continue moi à parier sur Okada. Le vent va tourner, je pense, pour Kenny Omega à un moment donné. Surtout quand il va aller affronter Kota Ibushi, ça risque d'être un match exceptionnel. Attendez-vous à du très gros spectacle. Voilà, on a fait le tour de la question. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle qu'on est sur iTunes, sur PodCloud. Alors vous ne retrouvez pas cette émission-là sur exclusive YouTube. Mais pour le reste de nos reviews, ça se trouve là-dessus. Vous avez tout qui est décrit en bas. Surtout, si ce n'est pas encore le cas, si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'on a un contenu qui sort. Commentez, ça me fera plaisir. Mettez des likes, ça me fera plaisir aussi. Et voilà, puis pour le reste, on se retrouve très bientôt. Encore merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao, bye bye.